Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour vous faire découvrir et pour décoder leur métier. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Vous aurez accès à des entretiens avec des entraîneurs, des joueurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs et même des spécialistes de la nutrition et du sommeil. Une seule règle, on prend le temps, on écoute les invités et on réfléchit tous ensemble. D'ailleurs, si vous avez apprécié l'épisode à venir ou que vous avez apprécié les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Paolo Rongoni, préparateur physique d'Al Nassr aux côtés de Rudy Garcia en Arabie Saoudite et responsable de la préparation physique des arbitres pour la Coupe du Monde 2022. Avec lui, nous avons évoqué son parcours, son quotidien, son expérience en Arabie Saoudite et le travail au quotidien avec Cristiano Ronaldo. Nous sommes également revenus en longueur sur son travail avec les arbitres pour la Coupe du Monde 2022. Comment se sont-ils préparés ? Quel travail est effectué en amont et sur place ? La spécificité de l'âge et des efforts demandés, la récupération et bien d'autres choses. Voilà pour le résumé. Il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Paolo Rongoni. Bonjour Paolo Rongoni, bienvenue dans le podcast Prolongation. Oui, bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs. Alors Paolo, on commence dans ce podcast toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué ? Alors ça peut être par un scénario, une émotion particulière, un résultat, ça peut être dans ta carrière professionnelle, ça peut être comme enfant, comme adolescent, ça peut être devant la télé, ça peut être au stade, ça peut être... Bref, les combinaisons sont multiples, mais en tout cas c'est un match qui t'a marqué et auquel tu peux repenser de temps en temps. N'en dire une, c'est un peu compliqué parce que... Oui, tu as bien dit, des fois on a des souvenirs d'enfance sur des matchs mythiques. Mon premier match au stade San Siro, voir Milan-Real Madrid 5-0 pour le Milan, c'était quelque chose d'extraordinaire avec des buts de Donadoni, Gullit, Van Basten et un stade qui chantait, c'est magnifique. Après, on va dire qu'après 25 ans de carrière dans le football, des matchs à me souvenir dans des bonnes situations et dans des mauvaises situations, qu'au fil du temps deviennent des bonnes situations. Oui, je ne sais quelques-unes. Si je repense à mon parcours en France, je peux citer en demi-finale des Coupes de la Ligue perdues au Mans contre Lens, je pense 4-3, avec une succession de buts extraordinaire et une tristesse énorme. Je pense que j'ai pas dormi de la nuit. Mais aujourd'hui, c'est un beau match. Ouais. C'est un beau match, c'est un match historique pour le Mans. Mais voilà, je pense que le parcours fait en Coupe d'Europe, que ce soit à Lyon, que ce soit à Marseille, c'est quelque chose d'extraordinaire. À Marseille encore plus parce que c'est un club qui m'a vraiment marqué dans mon passage en France. Et voilà, une Coupe d'Italie gagnée, des souvenirs énormes en Champions League aussi avec la Roma. On va dire qu'il y en a beaucoup, il y en avait beaucoup d'épisodes à raconter. Et si je vais en parler d'une équipe, je vais faire un tour à un autre. Mais voilà, on va dire que normalement, tu te souviens beaucoup plus des matchs que tu gagnes, surtout quand tu le jouais. Et il y a quelque chose qui c'est très particulier quand tu fais ce métier, c'est que malheureusement, tu n'arrives jamais, mis à part des victoires définitives, comme ça peut être gagner par exemple la Ligue 2 pour aller à Ligue 1 quand j'étais en Suisse. Et tu fais la fête 3 jours parce que t'as battu tous les records, ou la Coupe d'Italie et parce que derrière il y a le break et c'est fini le championnat et tout. C'est ce que tu savoures un peu plus parce que malheureusement même tous les beaux succès, comme ça pouvait être la finale des Coupes d'Europe avec Marseille ou les autres, t'as un match la semaine d'après à jouer. Et en fait, t'as du mal à savourer ces choses-là. Mais voilà, sont tous des souvenirs magnifiques. Et comme je t'ai dit, des fois même des matchs que tu as perdus,
Et je vais penser aussi à un match historique de quelques années en arrière entre l'OM et l'OL, où j'étais à l'OM et on perd avec un but de Memphis aux dernières minutes. C'est pour les émotions de comment on arrive à égaliser, et comme Lyon il nous repasse devant, c'est quand même, c'était très frustrant. C'est des grands matchs, des beaux matchs à voir. Ou le match nul qu'on fait contre le Paris Saint-Germain quand j'étais à l'Olympique Marseille, 2-2 avec ce but de Cavani sous coup de pied arrêté à la fin. C'est aussi des matchs extraordinaires à vivre, des émotions et tout, que qui aime le foot ne peut pas rester à côté. Après, gagner, perdre, malheureusement, ça fait partie de mon métier, de tous les jours. Mais c'est, voilà. Je pense que ceux que tu savoures un peu plus, c'est ceux qui arrivent à la fin de la saison. Et que derrière, tu as le temps pour te poser, t'asseoir et puis réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé pendant la saison. Que les belles victoires qu'ils ont pendant la saison, même si c'est des matchs fantastiques, mais c'est des matchs qui restent, voilà, tu les savoures pas parce que déjà 2 jours après, peut-être tu as un autre match à faire en Europe ou en championnat et il faut se remettre tout de suite et se mobiliser tout de suite pour repartir. C'est un peu la chose difficile pour se rappeler des choses parce que c'est vraiment comme être dans une lessive. Ça tourne et des fois, t'as pas trop le temps de prendre, on va dire, de savourer bien les émotions. Je vais juste préciser à nos auditeurs et auditrices, s'ils ont la possibilité on le trouve aujourd'hui maintenant à revoir sur Internet, le premier match que tu as cité, le Milan-Real, le Milan de Sacchi, le 5-0, c'est ça. C'est un match extraordinaire. Moi, je l'ai revu plusieurs fois parce que j'étais trop jeune quand ça s'est déroulé, j'avais 3 ans, mais je l'ai revu par la suite et on est sur une masterclass du Milan de Sacchi face à une équipe qui était très très forte. Et j'invite vraiment les gens à se rendre compte de ce que c'était de jouer comme ça à cette époque-là. C'était pas commun, c'était vraiment pas habituel. Et pour ceux qui ont l'occasion de prendre 1h30 et de regarder ça, vraiment, je le conseille parce que San Siro était évidemment dans un état d'euphorie totale, mais sur le terrain, le pressing très haut, le fait de mettre toujours hors jeu les joueurs madrilènes, enfin les préceptes de Sacchi étaient magnifiquement réalisés ce jour-là. Interprété. Je suis complètement d'accord avec toi. Et ce qui m'avait marqué, c'était que à partir du numéro 7, à l'époque, il y avait 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, à partir d'Adonadoni, en terminant pour Evani, 7, 8, 9, 10 et 11 avaient marqué. C'était un peu particulier, mais c'est vraiment... Moi, c'était le premier match que je voyais à San Siro et c'était... Waouh, c'était vraiment un souvenir magnifique. Et justement, quel était ton rapport au football quand tu étais enfant et adolescent ? Est-ce que tu jouais au foot ? Est-ce que tu aimais ça ? Est-ce que tu avais l'occasion d'aller au stade, vers chez toi ou un peu plus loin ? Oui. Bah, si tu veux, moi, j'ai tout le temps fait du foot. Ma vie est liée au football. J'ai joué en tant que gardien de but. Les catégories, j'ai joué en semi-professionnel en Italie. Donc, quelqu'un disait que j'avais des bonnes qualités, mais moi, j'ai tout le temps dit que j'avais pas la tête. J'étais pas assez calme et on va dire rigoureux pour avoir une carrière de footballeur. Donc oui, j'ai joué au foot et puis l'université et derrière ça s'est enchaîné un petit peu avec le foot, la fédération et puis mes expériences dans le foot professionnel en tant que professionnel de football. Donc oui, j'ai une formation de football et c'est quelque chose qui m'a tout le temps passionné dans ma vie. C'est mon fil rouge dans ma vie, on va dire. Tu as exercé comme préparateur physique en France, donc on a parlé de Le Mans, on a parlé de Marseille, on a parlé de Lyon, en Italie, Pérouse, Lazio, Roma, en Suisse, Lugano, Sion, Servette, si je ne me trompe pas, en Turquie à Samsunspor. Est-ce que tu as noté des différences culturelles de travail différentes qui t'ont obligé à adapter ta manière de concevoir ton travail auprès des joueurs ? Est-ce que par exemple tu as organisé ton travail sur la prépa physique de la même manière en France, en Suisse et en Italie ? Ou est-ce qu'il y a des différences culturelles ou même des différences liées au championnat et à la typologie du championnat qui ont fait que tu as adapté selon les pays dans lesquels tu es passé ? Oui, non, les différences, ils sont par culture. D'abord, pour standing aussi, parce que j'ai commencé à Pérouse où j'étais pas vraiment le responsable, j'étais l'adjoint. Forcément, mon passage en Suisse, là où j'étais pour la première fois numéro 1, m'a pas posé beaucoup de problèmes
pour la simple raison que, comme tu disais, entraîner, par exemple, le championnat suisse, c'est complètement différent d'entraîner un championnat comme le championnat italien ou le championnat français qui dure très longtemps. En Suisse, tu as une grosse trêve en hiver et une mini trêve, ou on va dire une trêve moyenne en été. Donc, tu joues 2 championnats très courts. Notamment celui-là qui se passe jusqu'après le Nouvel An, ça dure 4 mois, 5 mois. Donc, la préparation est complètement différente. Il faut arriver, il faut faire à bloc les 4-5 mois. Après la trêve d'été, on va dire que tu dois reprendre sur et te consacrer plus à bâtir cette équipe qui doit faire la différence dans la deuxième partie de saison. Donc, déjà, c'est des préparations complètement différentes. France et Italie, on va dire que la 12e expérience italienne comme la 12e expérience française se ressemble un petit peu parce que j'ai eu la chance dans cette période-là de travailler avec des équipes de très haut niveau. Et les équipes de très haut niveau, plus ou moins, se ressemblent tous. Après, c'est logique. Les groupes ils sont différents. En Italie, j'avais des équipes avec un âge moyen un peu plus haut que, par exemple, que ce que j'ai pu avoir notamment à Lyon, où l'âge moyen était vachement jeune. Et donc, c'est aussi des stratégies d'entraînement, des enseignements qui sont complètement différents, aussi des conseils différents. Dans une part, tu bâtis, tu construis. Dans une autre, tu gères un peu plus. Souvent, c'est en fonction du groupe. Après, oui, footballeurs italiens et footballeurs français ne se comportent pas forcément de la même façon, même s'ils sont dans le même target, on va dire, pour d'équipe. Parce que culturellement, ils sont différents. Les joueurs français veulent être mis au courant, ils veulent savoir, ils s'informent. Mais pourquoi on fait ça? Le joueur italien, d'un moment qu'il voit un cadre professionnel et on va dire qu'il est un peu plus professionnel, il râle un peu moins. Il exécute un peu plus et il pose un peu moins de questions. C'est ça, en fait, un peu l'idée. C'est ça. C'est un peu ça, mais c'est une question de discipline, je pense. C'est une question aussi culturelle. C'est différent. Faut des approches différentes. Hein? Il faut lui parler, l'autre pas trop. Tu sais ce que m'a dit un jour un entraîneur italien? Il m'a dit en France, vous formez de très bons footballeurs. Nous, en Italie, on forme de très bons professionnels. C'est possible. et il faisait une vraie différence sur... en fait, en Italie, on dit quelque chose, les joueurs le font tout de suite. Et ils sont peut-être un peu moins créatifs, peut-être un peu moins bons footballeurs, peut-être... mais par contre, ils sont beaucoup plus disciplinés, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus retranchés dans le travail qu'en France. Et c'est quelqu'un qui connaissait vraiment bien la France et l'Italie. Et qui m'a dit, voilà, la différence que moi je note entre ces deux pays-là, c'est vraiment ça. Et ça rejoint un peu ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en Italie, on a tellement été cadré depuis très jeune à faire ce qu'on nous dit que finalement, on n'a pas trop de questions à se poser à partir du moment où le cadre, il est très, très simple, posé, expliqué. Bah, finalement, on exécute. Je lui donne raison. Je pense que c'est une des raisons. L'âge influence aussi beaucoup. Les joueurs d'une certaine expérience sont beaucoup plus faciles à manier dans le sens du travail, un peu plus compliqués dans la gestion parce que n'arrivent pas forcément à récupérer à la même vitesse que les garçons de 22, 23, 24 ou 25 ans. On va dire que quand on passe la trentaine et on joue et on est exposé à faire 2 compétitions, c'est pas aussi simple pour un garçon qui a plus de 30 ans. Donc, les problèmes, ils sont différents. Mais oui, on va dire le joueur qui a un certain âge, même en France ou français, qui a une certaine expérience, c'est aussi facile à manipuler que le joueur italien. Il n'y a pas vraiment une très grande différence s'il a fait tout le temps du haut niveau. Parce qu'à la fin, les choses se ressemblent. Tu es aujourd'hui à Al Nassr en Arabie Saoudite avec Rudy Garcia, et tu as déjà travaillé dans plusieurs clubs, Le Mans, à Rome, à Marseille et à Lyon. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la découverte de ce nouveau football, avec des joueurs différents, avec un climat différent, une culture du travail un petit peu différente? Ça fait quelques semaines maintenant que vous êtes là-bas. Comment ça se passe tout simplement? C'est un championnat relativement technique. Moi, je m'attendais à trouver quelque chose de pas vraiment de très haut niveau. Mais au contraire, je trouve en première les joueurs saoudiens bons techniquement. Il y a une très grosse différence avec les championnats européens, c'est un peu l'intensité de jeu. Mais l'intensité de jeu, autant
au début, j'ai pensé que c'était vraiment lié à la qualité, à l'effet que peut-être les Saoudis ne voulaient pas faire autant d'efforts ou qu'ils n'étaient pas entraînés à faire autant d'efforts. Autant une fois que tu arrives en Arabie Saoudite, on va dire dans le Midwest, au mois d'août, au mois de septembre, qui est toujours au mois de septembre. C'est vraiment insupportable. C'est vraiment insupportable, dans le sens que nous, on a joué des matchs à plus de 40 degrés. Et c'est impossible. Donc, forcément, un paramètre comme c'est le paramètre d'haute intensité dans un match dans lequel les joueurs doivent récupérer entre un effort et un autre, c'est en moyenne en France, la moyenne il est entre 28, 30 secondes et 40 secondes. Ici, c'était 1 minute et demie. Au début, quand j'ai pris les chiffres, je dis c'est pas possible. Je dis c'est un problème. Mais non, mais effectivement, quand tu joues à 40 degrés, c'est vraiment pas possible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et nous, on l'a payé cash. C'est que si tu veux forcer la main, tu peux forcer la main. Mais le problème que tu as derrière, c'est que si tu forces pendant 10, 15 minutes, tu as un apnée de 30 minutes. C'est-à-dire l'équipe, elle bouge plus. Elle n'arrive pas à récupérer, mais c'est la température qui ne te permet pas vraiment de faire. Et on voit les différences. Dès qu'il y a les cooling break, les 5 minutes qui suivent le cooling break, ça accélère le jeu. Au début du match, au début de la deuxième mi-temps, ça se réaccélère le match. Et surtout, ce paramètre de gestion de l'haute intensité, il évolue, on va dire, sous la même ligne que la température. C'est-à-dire, plus la température elle monte, plus ce valeur elle monte. Donc, c'était une fausse idée que j'avais au début. Mais j'ai trouvé un championnat très, très, on va dire, même très technique. Aussi parce que le nombre des étrangers sur le terrain, c'est 8. Et on va dire que la plupart des équipes ici, ils ont un budget, la possibilité de recruter des joueurs qu'ils peuvent tranquillement jouer dans des clubs européens. On va dire que chaque équipe a 2-3 joueurs qui peuvent tranquillement jouer en Europe à très bon niveau. Mais comme nous. Oui, bien sûr. Sans rentrer dans les détails, évidemment. Est-ce que l'image que tu avais de Cristiano Ronaldo avant qu'il arrive, ce qu'on en disait de lui sur je sais pas comment dire, le professionnalisme ou le sérieux dans le travail ou l'acharnement même dans le travail et l'exigence qu'il met au quotidien, est-ce que cette image que tu avais de lui, tu l'as retrouvée, tu l'as constatée quand tu as commencé à travailler avec lui? Est-ce que ça te... Alors peut-être pas surprend, parce que maintenant avec 25 ans d'expérience, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses qui te surprennent encore, mais en tout cas, quel plaisir tu prends de côtoyer quelqu'un comme ça qui est aussi prêt à encaisser les dures séances de travail. Moi, la chose qui m'a impressionné le plus de Cristiano, c'est le professionnalisme, tout ça, c'était vendu et hyper vendu et proposé. Donc, on sait comme il est, et effectivement, sur réalité, il arrive pratiquement première et il s'en va tout le temps dernier. Ça, c'est une qualité. Il est professionnel à la maison, il fait aussi ses exercices, il a ses routines à faire à la maison. Et ce qui m'a vraiment impressionné pour l'avoir testé physiquement, c'est qu'il a des qualités de vitesse, de puissance et de résistance. On va dire que chez lui, on trouve tout. Ça pourrait être un milieu de terrain parce qu'il a les qualités de course et de résistance d'un milieu de terrain. Il a un pic de vitesse qui est extraordinaire. Vraiment, il a un pic de vitesse qui est extraordinaire. Par rapport à l'âge qu'il a, c'est un peu hors norme le pic de force qu'il a. On va dire que Cristiano, c'est sûrement le top player que j'ai entraîné dans ma carrière. Je n'ai eu d'autres des joueurs qui ont marqué l'histoire du football, on va dire. Et pas tous à jeune âge. Plutôt vers la fin. et tous, ils avaient une qualité forte qui restait. Lui, sur 5 qualités qu'on peut investiguer dans un footballeur, il est à 4 au top, encore à 38 ans. Ça, c'est impressionnant. Et là, tu te dis, voilà, parce qu'il est arrivé à faire cette carrière. Après, je pense que la carrière use aussi. Je vois Christian. Moi, je trouve une personne extraordinaire. Personnellement, je trouve une personne extraordinaire. Il s'est mis à disposition, il parle avec les coéquipiers, aucun ego vis-à-vis des autres. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est vraiment une très belle surprise pour moi, pour l'instant.
Et rappelons quand même, tu l'as déjà dit, mais 38 ans. C'est incroyable. Je sais pas si on a déjà vu, on a vu des joueurs aller jusqu'à 38, 39, 40 ans, quand on prend Paolo Maldini, évidemment, quand on prend Totti qui a fini à 40, je crois, Ouais. quelque chose comme ça. Mais lui, il dégage, c'est ce que tu dis, il dégage une puissance que les autres n'ont pas, en fait. Et on a l'impression il a un corps d'un joueur de 29 ans, alors qu'en fait, il en a 38, quoi, il en a 10 de plus. Ouais. Mais je pense que c'était sa discipline, le fait qu'il mange bien, qu'il s'entraîne bien, qu'il est régulier. Je pense que c'est de base, il y a la génétique. Parce que sous ces paramètres, de toute façon, la première fois que je l'ai testé, c'est normal, tu t'approches pas non seulement à l'athlète, à l'homme, mais tu t'approches aussi au personnage. Donc, ça fait tu tiens un peu de distance et tout. Puis je regardais, il disait, alors ça va, c'est bon, c'est pas bon. Parce que lui aussi, il veut savoir. Moi, je pense qu'un truc qu'il a qui est intéressant, et que ça pourrait faire tilter les joueurs, c'est lui, il est curieux. Lui, il veut se donner. Il veut savoir qu'est-ce qu'il fait à l'entraînement. Il veut savoir s'il a bien fait. Il veut savoir s'il a bien couru. Il veut savoir ses points de vitesse. Il veut savoir ses points d'accélération. Et c'est rare les joueurs qui te demandent ça. Mais lui, il a tout le temps un défi avec lui-même. Et je pense que s'il est arrivé où il est arrivé, c'est sûrement il y a une génétique de base. Et ça, c'est certain. Il n'y a aucun doute là-dessous. Mais lui, il entretient un défi avec lui-même, presque comme un athlète de sport individuel, plutôt qu'un joueur de sport collectif. Parce que l'athlète qui fait de l'athlétisme ou qui fait un sport individuel, il a ce défi contre lui-même tout le temps pour gagner le dixième de seconde. Le joueur sait qu'il peut faire la différence au travers de sa technique, il peut faire la différence au travers de sa lecture de jeu, il peut faire la différence à travers son sens statique et aussi avec son sens physique. Eh bien, lui, il a un défi continu avec lui-même et je pense que ce défi continu contre lui-même l'a porté à être qu'est-ce qu'il était pendant 15 ans, 20 ans. Exactement. Je trouve que c'est une très belle définition de Cristiano Ronaldo, en tout cas. Et évidemment, on va suivre de près son évolution avec vous cette saison. Je me posais une question en préparant cet épisode. Moi, je suis beaucoup le championnat italien et j'ai toujours été bercé par ça. Et donc, quand on s'intéresse un peu à toutes les composantes du football italien, il y a un truc qui revient sur la préparation physique quand même, c'est les préparateurs physiques italiens ont souvent été présentés comme les meilleurs. Il y a des grands clubs européens qui ont vraiment fait, j'allais dire fait des folies, non, mais qui ont vraiment voulu recruter des préparateurs physiques italiens parce que c'était pas simplement une mode, c'était une façon de travailler, une expérience accumulée. On peut en citer plein des préparateurs physiques qui, dans l'imaginaire collectif, parlent beaucoup. Évidemment, il y a Pintus qui parle énormément, mais malheureusement, l'actualité a fait qu'on en a parlé, malheureusement pour son décès, mais Ventrone et Bertelli, etc. C'est des préparateurs physiques qui ont été à l'étranger, qui ont accompagné des entraîneurs importants, qui ont été présentés comme des modèles, des exemples. Quel est le facteur qui explique, selon toi, le fait que les préparateurs physiques italiens ont une si bonne cote? Est-ce que le fait que les Italiens ont très tôt cherché à professionnaliser le moindre détail qui pouvait aider à la bonne performance a joué là-dedans? En gros, est-ce que ça n'a pas été un peu les pionniers et donc ils ont tout fait avant tout le monde? Et donc, quand ils sont arrivés, on a dit waouh, qu'est-ce que c'est ça en fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça peut être une explication, sûrement. Sûrement, on va dire que le football aussi, ces gens-là, que ce soit pour Giampiero, que pour moi c'était un exemple. C'était vraiment un exemple. Je sais que son passage à Ajaccio, je crois, mais pour moi c'était vraiment un modèle. Et puis, si on parle d'Antonio, si on parle de Paolo, Bertelli et tout, c'est toute une génération, je pense, qu'il a aujourd'hui entre 50 et 60 ans. Et donc, oui, qui était formé à cette époque quand, on va dire, la préparation physique s'est développée un peu moins dans d'autres pays et l'Italie, elle était un peu en avance sous ces choses-là. Qu'aujourd'hui, on reste encore à très haut niveau, malheureusement, je ne peux pas le dire. Malheureusement. Moi j'ai une chance de tourner beaucoup, on va dire en Europe, de rencontrer des bonnes personnes en ayant la possibilité de jouer de la Ligue des Champions, d'autres choses. Tu rencontres aussi d'autres collègues, d'autres fils qui sont devoirs. Je dirais, moi j'ai changé très souvent avec les mecs, par exemple, de l'Ajax, qui ont une vision pour moi du foot, que c'est aussi
extraordinaire. Si on parle à niveau de préparation, on parle tout le temps à niveau de préparation physique, pas technico-tactique. Mais aussi, ils ont quelque chose. Donc, les Néerlandais, moi, je trouve que je trouve des bons prépas. En France, pour moi, il manque tout le temps la composante force. Le préparateur physique moyen en France, je suis désolé, mais il manipule pas très bien la force. C'est quelque chose. Autant il est très pointu sur l'aspect course et métabolique, vraiment très pointu, même beaucoup plus que beaucoup d'Italiens que j'ai rencontrés dans ma carrière. Mais il a vraiment ce gros gap à niveau des forces. Il y en a d'autres. Aujourd'hui, la mode veut des préparations physiques intégrées. Donc, les Espagnols ou les Portugais, dans ce sens-là, l'ont fait un peu d'un patron dans les dernières années. Moi, j'y crois pas beaucoup. Donc, et je suis assez clair là-dessus, parce que pour moi, un joueur de très haut niveau, comme il a pu être Cristiano dans ces dernières années, tu ne peux pas l'entraîner qu'avec le ballon. On va dire les joueurs hors normes physiquement ont besoin de stimuli importants et bien ciblés et bien cadrés, chose que tu ne peux pas faire avec le ballon. C'est impossible de le faire avec le ballon. Donc toi, ton modèle est plutôt dissocié, associé, plus que intégré? Dissocié plutôt? Nous, on fait de l'associé avec le staff. Mais moi, je peux dire au coach, OK, aujourd'hui, on va jouer beaucoup avec des espaces beaucoup plus ouverts. Demain, on va jouer avec des espaces plus serrés. Je sais que je vais jouer avec des espaces plus serrés. Je vais aller plutôt vers un travail d'accélération, un travail de puissance. Je sais que je vais ouvrir les espaces. Je vais toucher plus le domaine aérobie et les hautes vitesses. Je sais ça. OK? On peut l'intégrer, ça. Mais supposons qu'on doit faire un travail bien précis pour développer la force. On ne peut pas développer la force sans créer du dégât musculaire, donc sans avoir les fameuses courbatures. Les courbatures, on ne les a pas sur le terrain, en faisant du jeu réduit ou en faisant d'autres choses. Pour faire des courbatures, il faut des poids, il faut des stimulations bien précises, il faut des axes de travail bien précis. Et je suis désolé, moi, à ça, j'y crois. Après, tu me dis, Paolo, OK, on est dans le football amateur ou demi-professionnel. Il faut un préparateur physique. Je dis non, c'est une connerie. Non, parce que quelqu'un qui n'a pas un joueur sous les mains développé de très haut niveau, c'est logique qu'il travaille intégré. Autant plus, c'est juste qu'il travaille intégré. Parce que un joueur demi-professionnel qui n'a pas la qualité technique du joueur professionnel de très haut niveau, et quand je dis le joueur professionnel de haut niveau, moi, je ne veux pas être, ça ne me sort pas trop bien en français, mais je veux bien mettre en bas le joueur moyen, mais entre un joueur d'une équipe de bas de tableau de Ligue 1 et entre un joueur d'une équipe de très haut niveau de Ligue 1, OK, il y a une différence énorme. Je ne sais pas qui c'est le dernier à Ligue 1 aujourd'hui. C'est Angers. Angers. Entre les joueurs d'Angers et les joueurs du Paris Saint-Germain, il y a un monde. Il y a de très grosses différences. Et donc, pour toi, le niveau du joueur fait que tu es obligé de l'accompagner différemment dans la préparation athlétique et donc ne pas simplement concevoir le travail athlétique par le ballon. Moi, je pense que c'est le profil du joueur qui veut un certain type de travail. Si tu as un profil très fort dans un domaine, jusqu'à un certain niveau, tu peux y arriver avec le ballon. Au-delà d'un certain niveau, ce n'est pas possible de le faire avec le ballon. Je parlerai plutôt d'une caractéristique ou plusieurs caractéristiques. Voilà, c'est plus précis de le dire comme ça. En sachant que plus tu vas vers le haut niveau, plus tu vas vers les top players, plus les top players ont des qualités qui sont très bien ciblées, très bien spécifiques. On parlait tout à l'heure de Cristiano, mais Ibrahimovic, c'est un autre exemple. Les joueurs qui arrivent à un certain âge avec un certain rigueur, c'est parce qu'ils travaillent leur corps et ils soumettent leur corps à une certaine exigence qu'ils y arrivent. Que si tu fais que du ballon, c'est pas possible, tu n'y arrives pas. Justement, on parlait un peu de l'évolution là, de conception même de la préparation athlétique. En plus de 25 ans de carrière désormais, à quel point ton métier a changé, à quel point tu as dû t'adapter, à quel point tu as dû acquérir de nouvelles connaissances. Je pense notamment à des choses qu'on faisait peut-être pas. Alors peut-être que je me trompe et tu vas me le dire, mais j'ai l'impression qu'on ne travaillait pas autant la prévention des blessures. J'ai l'impression alors ça j'en suis certain, mais on s'appuyait pas autant sur la data à l'époque, avoir tous les retours sur les chiffres. Maintenant on peut tout quantifier sur ce que font les joueurs à l'entraînement, ce que font les joueurs en match, sur peut-être aussi la proprioception,
tous ces concepts-là que peut-être dans les années 90, début des années 2000, n'étaient pas forcément aussi importants qu'à l'heure actuelle? Non, je pense que la chose qui a révolutionné pas mal, comme tu as dit tout à l'heure, c'est la data. Ça, c'est quelque chose. Aujourd'hui, la data ont permis d'acquérir, même aux entraîneurs, parce que les entraîneurs, ils sont sensibles à certaines choses. OK, cet exercice correspond à ça. Ou cet autre exercice correspond à ça. Chose qu'avant, vu qu'on ne mesurait pas qu'est-ce qu'on faisait sur le terrain, c'était difficile de créer des programmes ou des prototypes d'entraînement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de le faire, même dans un point de vue technique, parce que la data ou les nouveaux GPS qui sont arrivés il y a une dizaine, 10-15 années en arrière, c'est quelque chose qui a apporté du know-how, de la connaissance et aussi de l'investigation à l'intérieur du travail intégré, notamment. Le travail intégré, le travail, comme on disait tout à l'heure, le travail intégré doit avoir une base qui est très importante. Le travail intégré doit avoir, oui, la composante technique, oui, la composante tactique, mais doit aussi la composante intensité. Donc, si les trois composantes ne sont pas réunies au même temps, c'est difficile d'avoir du travail intégré. Et l'intensité, tu peux la mesurer. Qu'est-ce que tu as des outils pour mesurer l'intensité? Et notamment, c'est les GPS. De ce point de vue-là, ou comme on faisait avant les GPS, avec des prélèvements sanguins. Parce que moi, je me rappelle dans les années 2005, 2006, 2007, au Mans, par exemple, on faisait des prélèvements pour savoir qu'est-ce que c'était les intensités que nos athlètes touchaient à l'intérieur d'un 5. D'accord. Oui, donc maintenant, c'est un peu plus facile, je pense, avec les GPS. Aujourd'hui, c'est plus facile. Tu ne piques pas, donc tu n'es pas invasive, tu n'es pas comme ça, mais tu acquéris une sensibilité plus importante. La gestion des data, c'est important. La gestion de la prévention, franchement, je sais que je vais me mettre à dos pas mal de gens. C'est vraiment un faux débat. C'est un faux débat. L'athlète se blesse pour deux raisons. Ou il est mal entraîné, ou il est sous-entraîné. Et souvent, les joueurs qui jouent chaque 3 jours arrivent malheureusement à la blessure parce qu'ils ont un temps d'exposition au temps de jeu qui est très important par rapport à d'autres. Et donc, ils n'ont pas le temps de s'entraîner. Et donc, vu qu'ils ne s'entraînent pas parce qu'ils jouent en continuation, s'ils ne font pas un minimum de base pour continuer à entretenir leur qualité physique, forcément, ils plongent, OK? Ou s'ils sont exposés à une charge de travail qui est complètement fausse. C'est-à-dire, si tu t'entraînes normalement tout le temps à intensité 2 et d'un coup, tu vas t'entraîner pendant 3 jours à intensité 8, oui, que le risque de blessure augmente de façon très importante. Et donc, il faut savoir jouer avec cette charge, cette décharge que quelques années en arrière, on ne prenait pas en considération. Et ça fait partie, comme tu venais justement de dire tout à l'heure, de cette accumulation de data, de cette capacité de savoir lire les data, non seulement les data sous la charge externe, c'est-à-dire sur qu'est-ce qui produit le joueur sur le terrain, mais comment aussi le corps et quelles sont les sensations du joueur, comment le joueur y réagisse. Ça, c'est la grosse difficulté et c'est, on va dire, la guerre à gagner pour le préparateur physique, pour le préparateur physique de haut niveau. Le reste, c'est comment dire, l'injury prevention. Si les joueurs ils sont bien entraînés, tu n'en as pas vraiment besoin. Après, il y a des cas particuliers. Les joueurs déjà blessés, par exemple, qui sont déjà blessés? Exactement. Les joueurs déjà blessés. Et il y a des joueurs qui sont fragiles. Et il y a malheureusement une chose qui arrive de plus en plus, et ça, je l'ai pu bien constater en ayant quelques années de carrière. Avant, les joueurs, avant 22, 23, 24 ans, ils ne se blessaient jamais. Aujourd'hui, tu reçois des garçons à 18, 19 ans avec déjà des opérations de croisés, avec déjà des problèmes, avec déjà des pubalgies faites, des choses. C'est encore que la pubalgie, c'est quelque chose que, au début de ma carrière, c'était plein. Aujourd'hui, c'est un peu moins, sûrement parce qu'on arrive à mieux gérer les charges de travail, sûrement parce qu'il y a des choses différentes. Mais on parle tout le temps de cette prévention, par exemple, des blessures des ischio-jambiers. On avait discuté avec toi sur un article par rapport au temps et pour ces choses-là. Mais le problème plus important qu'on a, c'est que le joueur professionnel de football, il doit, pour avoir un bon contrôle du ballon, courir avec le barycentre bas et pas comme de très haut niveau avec le barycentre A. Donc la course du footballeur est complètement différente de la course d'un mec qui fait les 100 mètres. Et il doit être capable d'aller à toucher 31, 32, 33, 34 km/h.
Et le faire dans une cinématique de course comme ça expose l'ischio à une énorme surcharge. Donc, les blessures à l'ischio, ils ont tout le temps été. Aujourd'hui, ils ne sont peut-être un peu plus. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on joue beaucoup plus. Nous, on faisait les comptes. Moi, je me rappelle qu'on a discuté avec Rudy à l'intersaison, l'année qu'on jouait, la première fois qu'on a fait la finale d'Europa League à l'Olympique de Marseille. Nous, on était arrivés au mois de décembre. On avait joué, tout à l'heure, tu parlais d'Angers, on avait déjà joué les matchs qu'Angers avait dû jouer jusqu'à la fin de la saison. Et on n'était qu'en décembre. Et c'est ça le problème. C'est les gros cylindrés, le Paris Saint-Germain, la situation, mais comme toutes les autres équipes, comme Rennes, comme d'autres qui jouent la Coupe d'Europe, qui font ces choses-là, ils arrivent à la fin de janvier, février. Avant, avec la Coupe de la Ligue, c'était un massacre au mois de janvier, dans la Ligue en français. Aujourd'hui, ils l'ont enlevé, ça va peut-être un peu mieux. Mais le problème plus grand, c'est que vraiment ces gros cylindrés qui jouent l'Europe et qui jouent le championnat, ils se retrouvent à la fin du mois de janvier qu'ils ont autant de matchs qu'une équipe qui joue contre eux chaque 2 fois dans l'année, mais qu'ils ont que la saison régulière. C'est ça le problème. Et donc, forcément, ces joueurs-là sont plus exposés au risque de blessures. Je pensais à quelque chose quand tu as dit ce que je constate, c'est que on a de plus en plus de jeunes joueurs qui ont déjà des blessures importantes très jeunes. À quoi c'est dû selon toi? Comment tu l'expliques? Je ne sais pas, peut-être... Parce qu'ils démarrent plus tôt aussi dans le milieu professionnel? Peut-être, c'est aussi les nouvelles générations, ils travaillent beaucoup sur les synthétiques. C'est quelque chose que je n'aime pas trop, que les joueurs que j'entraînais il y a 15 ans, il y a 20 ans, ça n'existait pas les synthétiques. Donc, c'était peut-être mieux s'entraîner dans la boue que s'entraîner dans un synthétique en répondant. Même si aujourd'hui, les nouveaux synthétiques ont, on va dire, une amélioration technique, que c'est sûrement, vu que dans beaucoup de pays, ils jouent sur des synthétiques. Donc, c'est pas ça la question. Mais je pense que c'est lié à l'usure, c'est lié aussi à l'effet que je pense qu'on devrait commencer à travailler physiquement avec les garçons depuis l'âge des 9, 10, 11, 12, pas en faisant des exercices, mais en augmentant le niveau de coordination. C'est lié aussi à l'effet qu'aujourd'hui, le football va beaucoup plus vite. Aujourd'hui, le football va beaucoup plus vite. Je vais me faire la pub toute seule. Je suis en train d'écrire un livre sur ma carrière, comment ça a changé un petit peu. Je reprenais des données des premières années de Serie A, donc à Pérouse. Je voyais les tests de vitesse sur les 10 mètres, et puis si je les compare aujourd'hui à les derniers tests de vitesse que j'ai, eh ben, le joueur le plus lent aujourd'hui, il est dans la moyenne de l'équipe que j'ai entraîné il y a 20 ans en arrière. OK? Ça dit tout. C'est tout dire. Si je parle de résistance, non. À l'époque, on travaillait beaucoup plus lourd, beaucoup plus de volume. Les joueurs étaient beaucoup plus forts, beaucoup plus costauds, habitués à supporter. Justement parce qu'on travaillait trop dans la résistance, on allait sûrement perdre quelque chose de vitesse. Mais aujourd'hui, le football va à une vitesse que c'est hallucinant. C'est vraiment, ça va vraiment très, très, très vite. Est-ce que tu as les chiffres en tête sur ton test de 10 mètres à peu près aujourd'hui, le joueur le plus lent, il est à combien à peu près? Il n'y a pas un joueur qui arrive à un 8 sous les 10 mètres. Il n'y en a pas un qui arrive à un 8. Avant, tu avais un 8, un 9. Et les plus rapides, ça s'est tourné entre 70, 68. C'était déjà des joueurs qui avaient un très bon point de vitesse. Aujourd'hui, tu as des 54, 55. Aujourd'hui, tu as des gros accélérateurs. On ne parle pas vraiment de vitesse. Quand on parle des espaces courts, on parle plutôt d'accélération. On va dire que c'est des très bons accélérateurs aujourd'hui. Ils sont capables, dans des courts espaces, d'exprimer une très grande qualité de puissance. Tu travailles, là on a beaucoup parlé de ta carrière et de ce que tu es en train de vivre avec Al Nassr en Arabie Saoudite, mais tu travailles également avec la FIFA sur des aspects liés à la préparation physique et tu as été notamment en charge de la préparation des arbitres pour la Coupe du Monde 2022. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as mis en place, combien de temps a duré la préparation, comment elle s'est étalée, parce que c'est pas juste un mois avant, comment elle s'est étalée un petit peu dans le temps les mois précédents, comment ça s'est déroulé et après j'aurai des questions un peu plus spécifiques sur le fait de travailler avec les arbitres. Alors, moi j'ai eu les premiers contacts il y a plus ou moins une année où j'ai fait la Coupe du Monde pour club, donc la Club World Cup.
Et puis, je pense que, on va dire, ma manière de faire, ma manière de travailler a plu. Et donc, au mois de juin, ils ont décidé de me mettre comme responsable de la préparation physique par rapport aux arbitres à la Coupe du Monde. Le monde arbitral et l'entraînement des arbitres est complètement différent de qu'est-ce que c'est la préparation physique pour les joueurs de football. Les arbitres ont d'abord, on va dire, un âge moyen beaucoup plus élevé. Donc, un arbitre de 35 ans, c'est un gamin. Ouais, mais je regardais justement en préparant l'épisode, sur la Coupe du Monde, ils ont quasiment tous entre 35 et 45. Beaucoup dépassent les 40 ans. Je crois qu'il y a même Orsato qui a 47. Enfin, il doit avoir 46, je crois, en fin d'année. Et le plus jeune, c'est un Péruvien, Ortega, qui lui avait 30 ans. Mais c'est un des rares à être en dessous de 35 ans. Et c'est pas un hasard que Kevin, à 30 ans, au Matonde, à 32, ils avaient les tests physiques. On va dire, généralement, c'était les athlètes plus complets. On va dire que les Français, ils se sont bien battus. Entre Clément et Stéphanie, franchement, top classement par rapport aux qualités de résistance. On en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. En France, on s'est travaillé l'aérobie, on s'est travaillé la métabolique, parce que les deux, c'était première, 12e sur les puissances et première, 12e sur le test aérobique. Donc, tu vois qu'il y a quelque chose qui est développé, une filière qui est développée en France. Pour le reste, la préparation, c'est en fait, on a fait des stages pour l'évaluation au mois de juin, au mois de mai. La liste officielle est sortie, donc le board, M. Collin et M. Boussac ont décidé qui étaient les 4 arbitres qui devaient partir à la Coupe du Monde. Et finalement, une fois que la liste était décidée, on a fait 3 séminaires. On a fait un séminaire en Amérique du Sud, à Asunción, où on a récolté toutes les données sur les arbitres CONCACAF et CONMEBOL, c'est-à-dire Amérique du Sud et Amérique du Nord. On a fait un autre séminaire à Doha où on a pris les CAF, donc les arbitres africains, les OFC, c'est la partie Océanie, AFC, que c'est la partie Middle West, Australie, Chine, Chine-Japon. On les a testés à Doha, justement lieu de la Coupe du Monde. Et puis on s'est retrouvé à Madrid, en Espagne, pour tester le contingent UEFA, qui normalement est le contingent, on va dire, plus grand, parce que nos arbitres sont exposés, on va dire, à beaucoup de sollicitation et un football beaucoup plus rapide de ce qui pouvait être exposé les autres pays. Et surtout, tous les arbitres européens ont déjà cette, on va dire, know-how avec la VAR, qui aujourd'hui c'est un élément important en termes de prise de décision sur le terrain. Une fois effectué tous ces 3 séminaires, on a fait un bilan. Et avec mes collègues, on a établi des programmes d'entraînement plutôt individualisés. C'est normal que quand tu établis un certain programme d'entraînement, il y a certains arbitres qui sont déjà suivis par quelqu'un en privé. D'autres, il a fallu, c'est comme dans le cas de la Fédération française, je me suis mis en contact avec Jean-Michel, avec lequel on a échangé par rapport à certaines méthodes d'entraînement ou autre chose. Après, qu'est-ce qu'on faisait, nous, moi, comme responsable FIFA, et on va dire tous les responsables des différentes confédérations, c'est prendre contact avec les différents arbitres ou arbitres assistants, parce que l'arbitre assistant a aussi un rôle très important. Et puis, on a fait un suivi. Périodiquement, une fois par mois, on a envoyé des protocoles. La FIFA a donné des GPS. Ça me permettait de recevoir tous les GPS, et puis j'avais des échanges avec les différents chefs des confédérations pour dire ok, lui il est comment, mais il joue, je vois des données un peu bas, qu'est-ce qui se passe, s'entraîne pas. Mais le fait d'acquérir toutes ces données, et peut-être le fait d'avoir eu la capacité déjà de lecture de ces choses-là, ça m'a permis d'avoir un feedback complet. Alors de temps en temps, je disais attention, parce que, par exemple, tu me fais beaucoup de sprints à match, mais je te vois qu'à l'entraînement pendant la semaine, quand tu ne joues pas, tu n'arrives pas à toucher ces pointes. Donc, attention, entraîne-toi aussi à faire des points de vitesse. Ou tu me fais beaucoup d'accélérations courtes pendant tes séances d'entraînement, tu me fais que de l'aérobie. S'il te plaît, commence à faire aussi des accélérations courtes. Donc, mon feedback il était
individuelles, mais plutôt placées sur pas faire les arbitres. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui n'avaient pas un suivi individuel. Ils se sont appuyés sur moi ou sur mes collègues. Et on va dire ensemble, on a essayé de faire arriver les arbitres dans une bonne condition. Et c'était pour moi la très grande surprise. Je n'avais pas vraiment forcément de doutes. Mais j'ai retrouvé les arbitres à l'arrivée à Doha dans une condition extraordinaire. C'était un peu la base sur laquelle pouvoir s'appuyer pour aller à développer pas grand-chose parce qu'au final, nous, on n'a eu que 3 semaines. On est arrivé le 4 de novembre à Doha pour commencer la Coupe du Monde 3 semaines plus tard. Je vais donner quelques chiffres du syndicat des arbitres français d'élite. 2 petits chiffres pour que les auditeurs se rendent compte un petit peu de ce qu'est aussi le rôle de l'arbitre. Il précise que les arbitres courent en moyenne entre 10 et 14 km par match de 90 minutes, donc hors prolongation. Et il précise aussi environ 150 accélérations par match. Ça peut être beaucoup plus ou un petit peu moins. À quel point, dans ton travail, la data est importante, tu l'as dit, dans le suivi, mais aussi une fois que tu es sur place, dans le fait de contrôler et monitorer ce qui se passe du côté des arbitres pour les bons feedbacks et pour les orienter vers ce qu'ils doivent améliorer. Et dans ce qu'on a dit tout à l'heure, on a précisé l'âge qui était très différent entre les footballeurs et les arbitres. Évidemment que quand tu as Orsato 47 ans, et je crois que c'est Mateusz Laoch qui était à 45, je crois. Je crois que c'était parmi les 2 plus... je vais pas dire vieux, les 2 plus expérimentés, on va dire, c'est plus joli. Il y a aussi autre chose qui est très différent par rapport aux footballeurs, c'est que, enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est que un arbitre n'est pas dans des actions de saut. Il saute pas pour faire des têtes. Il n'a donc pas les appuis ensuite très lourds où tout le poids du corps retombe quand tu retombes sur le terrain. Ils n'ont pas les duels, ils n'ont pas les contacts. Donc ça, c'est des choses qui, j'imagine, sont assez différenciantes. Et donc le travail est forcément, je sais pas s'il est plus léger, mais en tout cas, il est orienté d'une façon un petit peu différente que les footballeurs où il faut non seulement avoir de la résistance à l'effort, il faut courir vite, être en capacité d'accélérer, il faut être aussi capable d'aller au duel, d'être dans le duel à l'épaule, de sauter très haut pour aller prendre les ballons aériens, etc., etc. Oui, parfaitement raison. C'est aussi une activité complètement différente. J'ai trouvé des arbitres prêts aérobiquement autant que les joueurs, même voire plus qu'une bonne partie des joueurs. Mais je pense que ça, c'est une philosophie qui est dans l'arbitrage depuis très longtemps. Et oui, effectivement, les arbitres courent, même si cette coupe du Monde a donné des chiffres qui allaient un peu à l'encontre. Et il allait plutôt vers ce que tu venais de dire et les indications qu'il donnait la Fédération française, c'est-à-dire que pendant cette Coupe du Monde, il y a eu beaucoup plus de puissance et d'accélération courte que des sprints et que des longues distances. Ça, c'est parce que tu réagis à un jeu, en fait. En tant qu'arbitre, tu dois te rendre compte, tu dois être d'abord bien positionné. Et je vais lancer des fleurs à Clément. je pense. C'est que si tu veux, l'arbitre a un style d'arbitrage comme le joueur a un style de jeu. Si moi je te pose d'avant les données en distance, en puissance, en accélération et un point de vitesse de Orsato, 47 ans, ok, on va dire la moyenne bas dans tout un peu ses qualités, aussi à l'âge. Et Clément, qui a, on va dire, 10 ans de moins, et qu'aujourd'hui, je te les mets en comparaison un vis-à-vis de l'autre, tu ne vois pas la différence. Tu dis, qui c'est Clément, Je dis, mais c'est impossible parce qu'ils font la même chose. Et oui, ils font la même chose. Oui, ils font la même chose parce que je pense que Clément se comporte sur le terrain, au moins, il développe sur le terrain en termes de chiffres. Qu'est-ce qu'il développe pour Orsato? L'autre, il a 10 ans plus d'expérience, il a un physique qui ne lui permettrait pas peut-être de faire beaucoup plus. Clément, s'il veut appuyer sur l'accélérateur, il est capable d'appuyer sur l'accélérateur et faire beaucoup plus, mais au final, il est dans une gestion du match et pas dans une exploitation des qualités physiques. Et justement, comme tu as dit tout à l'heure, ma nécessité, quand j'entraîne un footballeur, c'est de le faire arriver premier sur le ballon, c'est de le rendre puissant, c'est de pouvoir résister au contact, au duel. L'arbitre il doit être bien placé au bon moment et lucide pour la prise de décision. Donc, l'angle de vision, comment ça se passe et tout, et où se positionner est fondamental.
Ok, il faut avoir un sens, et la FIFA travaille énormément là-dedans. Il faut avoir un sens du jeu, donc il faut avoir un sens statique. Faut savoir que, et pour moi, c'est une découverte. Les arbitres, ils ont des analystes vidéo comme les équipes. Tu te dis, mais pourquoi l'arbitre, à la Coupe du Monde, il sait pertinemment quel est le comportement de le joueur numéro 1, numéro 2, numéro 3, quel est le comportement du banc, quel est le comportement de l'entraîneur sur le banc. Il sait tout. Il sait tout avant. On a un rapport, il voit des vidéos de la tactique, comme il se déplace. Pourquoi? Parce que des fois, c'est important, c'est peut-être ça joue très axial, c'est important de s'écarter. Si ça joue beaucoup sur les côtés, ben c'est important de savoir s'il joue plus à droite ou plus à gauche pour avoir un angle de vue qui est, on va dire, de meilleure qualité. C'est important de se déplacer devant les 16 mètres. Moi, je faisais des exercitations. J'essayais de reproduire un petit peu, on va dire, qu'est-ce qu'eux, ils vont en faire pendant leur arbitrage. Et puis, c'était justement Orsato, mais c'était aussi Stéphanie qui me dit « Mais Paolo, il ne faut pas rentrer dans les 16 mètres, c'est un guépier les 16 mètres, il faut sortir des 16 mètres. » Ok, je ne mets plus un piquet, je ne vais pas dans les 16 mètres. Alors, prenez les plots, mettez-les où vous voulez les mettre, et puis moi, j'ai construit l'exercice là-dessous. Avec l'arbitre, tu en échanges. Tu en échanges parce que lui, il sait qu'il a besoin de toi. Il sait qu'il a besoin de toi. Parce que sans la performance physique, c'est après savoir voir les choses, c'est leur qualité. Et c'est énorme l'entraide qu'il y a entre les vieux et les jeunes. Et des fois, ils leur disent arrêtez de courir, ça ne sert à rien de courir. Et c'est vrai. Des fois, ça ne sert à rien de courir. Parce que ça suffit de se déplacer un petit peu, de trouver le bon angle de vue, et puis tu arrives à voir des choses que les autres voient. Et aujourd'hui, on va dire, j'ai connu le revers de la médaille, donc pile et face. Quand je me mets dans la peau d'un arbitre, c'est compliqué de faire l'arbitre de haut niveau. Parce que malheureusement, en France, on ne peut pas le faire dans d'autres pays, des fois, ça arrive. Mais quand tu t'imagines qu'est-ce qui prend dans les oreilles, entre les assistants qui parlent, le VAR qui parle, les juges des touches et le VAR des touches qui parlent. Mais l'arbitre, il doit supporter la pression des joueurs, regardez qu'est-ce qui se passe. Il y a plusieurs personnes qui lui parlent constamment dans une oreille et dans l'autre oreille, tu as peut-être 80 000 personnes autour de toi qui crient. Il faut faire un peu abstraction. Des fois, je me dis, oh là là, c'est un peu trop le bordel, effectivement, pour essayer de cadrer les situations. Effectivement, c'est comme ça. Mais l'arbitrage est en train de changer. C'est vrai que les profils des arbitres, on va dire, un peu long, je pense que dans le futur, vont nous remplacer pour des arbitres qui sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus explosifs. D'ailleurs, les tests de force des arbitres arrivent, on va dire, dans la moyenne basse des joueurs, on va dire. Mais il y a pas mal d'arbitres internationaux de très haut niveau qui ont de la puissance dans leurs jambes. Et ça, c'est une donnée que je pense les nouvelles générations d'arbitres sont en train déjà d'intégrer, d'aller plutôt vers de la haute intensité, plutôt des accélérations, comme tu disais justement, parce que le jeu va vers cette direction-là. Une petite précision sémantique, on est d'accord que par aérobie, tu entends tout ce qui est endurance ? Endurance, exactement. Ok, super. C'est juste pour les auditeurs, parce que parfois les termes techniques sont pas toujours bien assimilés et il vaut mieux être clair. J'avais une question justement sur les arbitres assistants. Le travail est quand même très différent des centraux, déjà par essence, parce qu'ils font pas la même chose, mais je pense, tu vois, par exemple, un arbitre central, il a une faculté de se déplacer, de mouvement, une liberté de mouvement qui est assez ample, assez grande, parce que l'espace qu'il a autour de lui est très grand. L'arbitre assistant, il est le long d'une ligne. Et lui, il rentre pas dans le terrain, il n'a pas un cercle de 60 mètres tout autour dans lequel il peut évoluer, changer de direction, etc. Est-ce que le travail est si différent? Je pense notamment aux déplacements latéraux, ce que nous, à l'école, on appelait les pas chassés en France. C'est ça. Mais tout ce qui est déplacements latéraux et qu'il doit faire à plus ou moins grande intensité. Alors même si on sait que dès que ça va très vite, il abandonne les déplacements latéraux pour de la course pure. Tu peux nous raconter un peu ce travail avec les assistants? Déjà, il faut dire que pendant toute la phase de préparation et aussi durant les matchs, on va dire que les assistants ont travaillé de façon complètement différente. C'est-à-dire qu'en séance type d'entraînement, on va dire, les groupes ils échauffaient tout seuls. Il faut savoir que pour moi, c'est une expérience extraordinaire
mais c'était une expérience très difficile parce que j'ai géré 7 personnes en dessous de moi, mais on était 154 sur le terrain. On travaillait sur 4 terrains différents. Et coordonner 4 terrains, et quand tu voyais à l'échauffement 150 personnes dans le terrain, tu te disais, oh là là, comment je vais faire? Les premiers jours, je ne dormais pas de la nuit. Parce que essayer d'individualiser ou faire au mieux pour tous, en sachant que, comme tu as dit, âge complètement différent, culture complètement différente, façon de travailler complètement différent, était pour moi une priorité. Donc, déjà, de diviser l'arbitre central, qui, comme tu as bien dit, est un arbitre qui a une course, une vision multidirectionnelle, à différence d'un arbitre de touche qui a vraiment cette ligne, cette faculté. Je vais te raconter une anecdote que c'est très clair. Il y a la majorité des arbitres de touche n'ont pas une très grande coordination développée. Coordination, c'est-à-dire si tu fais faire des pas chassés ou d'autres choses, pas de pas chassés, excuse-moi, du skipping ou des gammes d'athlétisme. Ils sont vraiment très mal coordonnés. Dès que courir latéralement, c'est incroyable. C'est des phénomènes. D'ailleurs, les arbitres assistants sont évalués avec un test qui s'appelle CODA, que c'est justement un test qui prévoit un aller et un retour, et puis des pas chassés latérales, un aller-retour. Et ils arrivent à faire des vitesses latérales qui sont incroyables. Ils sont stéréotypés sous le pas chassé, la course latérale, la course croisée pour passer de la course latérale à la course frontale. Regardez, et c'est impressionnant parce que faut savoir que les arbitres, le lendemain des matchs, ils ont un débriefing pour voir qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé, qu'est-ce qu'il faut améliorer, et un exemple devant tout le monde. Eh bien, c'est impressionnant comment les arbitres de touche arrivent à prendre des hors-jeux pendant la Coupe du Monde millimétriques. Mais le gars, il sort, entre guillemets, il se donne tout le temps un temps de délai parce que, on va dire, pour laisser dérouler l'action, mais tous les hors-jeux sifflés, ils s'étaient confirmés par la VAR. Donc, ils ont vraiment une capacité à avoir la vision du ballon et la perspective par rapport à la ligne de la défense qui est extraordinaire. Après, c'est normal qu'ils sont entraînés de façon complètement différente. Il faut savoir qu'un arbitre assistant, max qui court, il fait 4 km et demi. La plupart du temps, c'est des vitesses bas moyennes, vraiment bas, ok. Et puis, il a des gros coups d'accélération. De temps en temps, il faut qu'il soit très bon dans le changement de direction parce qu'il y a les phases d'attaque et contre-attaque. Et quand il revient, il doit être placé. Il faut savoir qu'il n'est pas tout le temps derrière la ligne. Des fois, il rentre sur le terrain pour s'approcher et pour essayer d'avoir un champ de vision meilleur. Des fois, si le ballon il est trop vers lui, il s'écarte et il va courir 2 mètres derrière la ligne. C'est des choses que moi, j'ai rigolé un petit peu. C'est un des, on va dire, un des arbitres assistants historiques de la Ligue 1 française, que c'était Cyril, a terminé sa carrière après la Coupe du Monde. Et donc, Clément a dû changer d'assistant. Mais ben, combien de fois, moi, je me suis pris la tête avec Cyril et je ne le connaissais pas. Parce que des fois, je faisais chauffer les joueurs sur le côté et puis Cyril cognait contre un joueur. Mais c'est logique parce que dès que l'action se rapproche, lui, ils essaient de s'écarter vers l'arrière pour avoir un meilleur champ de vision. Je pense que les arbitres et les joueurs, ou le monde arbitral, devrait s'ouvrir un petit peu plus aux arbitres joueurs. Parce que une fois que tu comprends comment pas forcément l'interprétation de l'arbitre et de l'entraîneur est sur la même ligne. L'entraîneur le joueur regarde le jeu en fonction du jeu. L'arbitre, il regarde le jeu en fonction du règlement. Et ces deux choses, des fois, ne sont pas forcément linéaires sous des prises de décision, que des fois, ils créent de la confusion. Parce que sous certaines fautes ou sur des prises de décision d'un arbitre, l'arbitre interprète le règlement et la plupart des fois, le règlement, il lui donne raison. Mais la situation de jeu veut qu'il y a un malentendu, par exemple, siffler dans un certain moment ou juger une faute d'une faison, ou ils ont des critères pour siffler un penalty, pour donner un carton rouge, que ce n'est pas forcément les critères que nous, et moi je me mets d'un côté des entraîneurs et des footballeurs, gens de terrain, on a. Ou ils interprètent un code. Et je pense que moi, que j'ai vécu ces 12 aspects, et là, des fois, je me suis dit, mais non, mais ça, c'est pas ça. Et puis, je ne pouvais pas me permettre de... Quand des fois, je prenais un arbitre italien ou un arbitre ou Clément ou un autre. Je disais, mais là, c'est comme ça.
Il dit oui, le règlement, il dit ça. Donc, effectivement, c'est des choses dans lesquelles, où ils ont raison. Ils sifflent juste. C'est peut-être le règlement qui va vite ou des fois l'interprétation qui va vite. Mais je pense que s'il y avait plus de connexion entre les deux, les matchs se passeraient beaucoup mieux. C'est malheureusement ce que tout le monde réclame en fait et qui n'est pas mis en place. Ça va peut-être s'ouvrir un petit peu, mais moi je suis d'accord que ces deux mondes doivent coexister, cohabiter. Et plutôt que de faire chambre à part, faisons une seule chambre et tout le monde ensemble, quoi. C'est un peu l'idée. Et même parfois, il faut s'y mettre dedans pour la compréhension du jeu, pour la lisibilité du produit. Il faut mettre aussi des journalistes avec, il faut mettre les spectateurs. Il y a tout un cercle à créer pour que ça soit non plus malsain comme trop souvent entre différentes parties, mais beaucoup plus sain, beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus de compréhension de certaines parties vers les autres parties, et ça serait mieux, mais c'est difficile à mettre en place, j'ai l'impression. Ça, je pense que ça dépend de la fédération, ça dépend de la UEFA, ça dépend de la FIFA, ça dépend de plein de choses, mais je pense qu'il y a vraiment de quoi comprendre. Aujourd'hui, sur certains facteurs, quand tu vois le VAR, comment il peut interpréter, quand tu vois la qualité des arbitres que j'ai eu à la Coupe du Monde, pour moi, c'est trompé là-dedans. Après, ils font des erreurs. Ils font des erreurs et je vais dire une chose et j'espère qu'il y aura beaucoup de gens du monde du foot qui l'entendent. Quand on fait des erreurs, nous, comme entraîneurs, comme joueurs, on a beaucoup plus d'indulgence autour de nous de qu'est-ce qu'il a un arbitre. Parce que l'arbitre, d'abord, il le paye cash sur le terrain et sur les médias. Mais des fois, en interne, ils sont vraiment durs. L'arbitre qui se trompe n'arbitre plus. Donc, ils vivent avec une pression que c'est très important. Et les arbitres qui durent dans le temps, c'est qu'ils ont quand même un standing et un niveau et une qualité très haute. Je suis bien d'accord, c'est un des pires métiers du monde, je trouve. À chaque fois que je les vois, je me demande comment on peut avoir envie d'être arbitre, en fait, tellement ils sont soumis à des pressions qui sont dingues. Je vais reprendre un terme que j'ai utilisé juste avant, mais qui sont malsaines même. C'est presque inhumain, en fait. Ouais, c'est particulier. Après, quand tu la vois de l'autre côté, aujourd'hui, moi, j'ai une autre vision. Mais je le dis parce que j'étais à l'intérieur. Sinon, j'avais jamais pu comprendre qu'est-ce qui se passe. Quand tu la vois de l'intérieur, tu te dis, ouais, ok, je peux comprendre ça. Et aujourd'hui, c'est avant, je me cassais la tête, je pouvais crier sur un juge de touche ou autre chose, ou penser qu'est-ce que je pouvais penser. Aujourd'hui, je sais qu'un hors-jeu, c'est un hors-jeu point. Avec le VAR, avec ces choses-là, il n'y a pas d'interprétation. Les choses, ils sont claires, ils sont linéaires. Et là, il n'y a plus de doute. Et sur les fautes, une fois qu'il les revoit, la faute, c'est la faute, point. Aujourd'hui, pour les fautes grossières, il n'y a pas de discussion. Après, oui, c'est logique, c'est l'interprétation des règles, c'est l'interprétation. Peut-être que des fois, ça fait cloche. Et puis, il y a des arbitres jeunes, il y a des arbitres un peu plus expérimentés, il y a des tout là-dedans. Mais par rapport au niveau que j'ai connu, on va dire, quand tu es à la Coupe du Monde, c'est que j'ai connu le plus haut niveau qui existe en termes d'arbitrage. Le marge d'erreur est très réduit, est très, très, très réduit. J'ai une petite question, toujours dans cette comparaison footballeur-arbitre. Est-ce qu'on met en place les mêmes techniques de récupération pour les arbitres que pour les joueurs ? Je pense au bain froid, je pense à bien faire attention à l'hydratation avant, pendant et après le match, éventuellement de la cryothérapie, je sais pas, ou des appareils divers et variés, la séance de footing le lendemain ou un peu de vélo, ce genre de choses-là. Est-ce qu'on a les mêmes techniques avec le public d'arbitres ? À Doha, les techniques de récupération étaient les mêmes que ceux que je pouvais avoir dans d'autres équipes. On n'avait pas des cryos, mais on avait tous des protocoles de récupération. On avait aussi un staff médical très bienveillant. Là, on va dire on était bien chanceux. On n'a pas eu des blessures pendant toute la Coupe du Monde sous tout le corps arbitral. Et ça, c'est vraiment pour moi une très grande réussite, surtout parce que pour moi, c'était la première fois. Et ménager un groupe qui était pour moi inconnu, parce que c'était inconnu. J'avais que des données, des bases, je les avais vues une fois, deux fois, les autres. C'était quand même une grosse réussite, mais oui, sur la récupération, aussi l'aspect médical et la qualité de le staff médical a permis d'effectuer tout ça. Donc oui, on a plus ou moins les mêmes stratégies.
Seulement qu'on avait des bons. J'ai une dernière question qui va peut-être te sembler un peu bête, mais tu sais, quand il y a des pauses en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, peu importe, parfois il y a des blessures. Donc le temps qu'on fasse venir l'équipe médicale, voilà, ils font le petit diagnostic, etc. Ils viennent souvent avec des gourdes. Il y a des joueurs qui se désaltèrent régulièrement ou qui vont vers le banc de touche, qui prennent des bouteilles d'eau, etc. On voit quasiment jamais les arbitres s'hydrater pendant le match, pendant les 90 minutes. Et on connaît l'importance de l'hydratation dans la performance pour la régénération des muscles, pour l'oxygénation des muscles d'ailleurs plutôt, pour qu'ils réussissent à ne pas avoir de crampes, ce genre de choses-là. Est-ce que toi, dans cette logique de préparation physique, athlétique, est-ce que tu leur donnais des recommandations sur, je sais pas, sur bien s'hydrater à la mi-temps, sur les types de boissons qu'ils peuvent éventuellement prendre, ce genre de choses-là pour éviter la fringale, le coup de la panne en deuxième mi-temps? Ça, c'était plutôt quelque chose qui gérait le doc. Et donc, c'était comme ça. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de s'adapter à la chaleur des Doha, parce que quand on est arrivé, on avait programmé des entraînements le matin. Mais à Doha, au mois de novembre, il faisait encore 31 degrés avec une humidité à plus de 70%. Donc, c'était pratiquement infernal de s'entraîner le matin. Donc, on était obligé de le faire le soir parce que c'était température. Mais oui, nous, on avait des pauses régulières dans les phases d'entraînement et les recommandations, ils les ont. Et avant, je les voyais pas trop parce que je faisais pas trop attention à ce qui se passait. Aujourd'hui, je m'aperçois que quand le soigneur rentre et c'est peut-être la 70e ou comme ça, une gourde ou une petite bouteille d'eau vers l'arbitre, ça arrive tout le temps. Et puis, ils les ont entre eux. Et je vais dire, c'est encore une performance beaucoup plus vers l'endurance que vers un aspect puissance. Donc, on va dire que dans cet aspect-là, ils arrivent encore à gérer, ils arrivent encore à bien gérer. Et d'habitude, l'arbitre est quelqu'un de très réglo. Moi, je n'ai pas vu des gens, on va dire, des flambeurs comme ça peut être des joueurs. L'arbitre, il est réglo. C'est une personne, c'est un stéréotype carré. Donc, quand il arrive à la perf, il a déjà tout mis en place pour que la perf se passe bien. ils sont vraiment rigides là-dessus. Peut-être c'est un défaut de formation, mais ils sont hyper professionnels. Mais vraiment hyper professionnels. Ils auront beaucoup moins de problèmes que les joueurs parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils ont un âge et parce qu'ils savent qu'ils sont obligés à travailler pour fournir une performance. Parce que quand tu dépasses les 35, les 36, chaque année, tu le sens toi-même. Donc, tu sais que pour faire cette performance, tu dois te préparer. Dernière petite question. Tu as commencé à y répondre et ça m'y a fait penser. Est-ce que ce travail avec les arbitres a changé ta perception du métier et donc aura des répercussions sur ta vision d'eux, éventuellement, c'est là où tu as commencé un peu à en parler, mais ton comportement pendant les matchs, où parfois tu pouvais dire à l'arbitre mais c'est pas ci, c'est pas ça, etc. Est-ce que le fait de les avoir côtoyés pendant longtemps, là, d'avoir sans doute mieux compris leur rôle, ce qu'ils faisaient, la difficulté du métier, tout ce qui entourait la mission de l'arbitre, a fait évoluer déjà ta vision du métier? Sûrement, et sans doute. Et bien content de l'avoir fait, parce que tu te rends compte qu'à la fin, c'est des gentils, c'est des garçons sympas. Ils sont tous même très rigolos. Ils ne peuvent pas forcément le montrer. Et ce n'est pas simple tout le temps de le faire, justement pour ce climat, comme tu as bien décrit tout à l'heure, qui est très agressif autour d'eux. Mais forcément, aujourd'hui, moi, je n'y crois pas qu'il y a des arbitres qui sont malveillants, mal intentionnés vers une équipe plutôt que vers une autre. Je pense que le match prend une tournante ou prend une autre tournante. Et il faut essayer de comprendre. Après, il y a des arbitres qui de temps en temps arrivent ici, dans le championnat saoudite, que j'ai eu pendant la Coupe du Monde, qui m'arbitrent. Et des fois, ils m'arbitrent bien, des fois, ils m'arbitrent moins bien. Au moins bien pour qu'est-ce que c'est, on va dire, le gain que mon équipe voudrait avoir dans un bon arbitrage. Aujourd'hui, oui, j'arrive à relativiser tout ça. Mais je sais qu'aujourd'hui, je dirais, pour rapport à la catégorie d'arbitres que j'ai côtoyé, ma vision a changé, forcément. Ma vision a changé et aussi ma compréhension a changé. Et des fois, par rapport à la nouvelle directive que la FIFA a mis en place sur le penalty, notamment le penalty qu'on siffle à la France sur la dernière finale, ça c'est quelque chose de clair, net et c'est précis comme le hors-jeu. Un défenseur qui coupe
la trajectoire des courses d'un attaquant et il impacte sans toucher avant le ballon, c'est penalty, point. Il n'y a pas de discuter là-dessous. Je me suis pris même la tête avec certains de mes collègues pour dire, mais non, là, c'est pas. Et je dis, oui, s'il ne touche pas le ballon et il interfère la trajectoire des courses de l'attaquant qui va vers cette direction et il le touche, c'est penalty. Au contraire, quand tu es défenseur, tu sais que tu dois défendre d'une autre façon. Les règlements ont été changés, ça c'est la nouvelle règle et il faut que tu t'adaptes. Après, c'est normal. Journaux, journalistes et tout autre. Ah oui, mais et ça fait parler, ça fait vendre, ça fait écouter, ça fait beaucoup de choses. Ok, mais il faudrait bien connaître vraiment les règlements et bien que joueurs, entraîneurs au monde football s'aperçoivent que des fois les règlements ils changent et donc l'attitude à avoir sur le terrain de la part des joueurs doit être légèrement différente. Parce que si tu te comportes comme avant, mais le règlement a changé, eh ben, tu vas être pénalisé, tu vas être puni. Ça, c'est clair. On arrive au bout de l'entretien, Paolo, et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines ? Est-ce que tu as un nom en particulier d'un invité que tu aurais en tête et tu te dirais il a des choses intéressantes à dire et ça serait bien qu'il vienne parler de tout ça ? Je vais être un peu chauvin, mais je vais parler d'un des adjoints de Rudy, que c'est Claude Fichot, ex-bourgeois, ex-joueur de Saint-Étienne, qui, à mon avis, avec lequel on essaye de faire tout le temps et de parler des préparations intégrées dans le football, qui fait de la préparation intégrée dans le football, qui, quand il prend les joueurs pour les entraîner, techniquement, les met bien sous pression. Donc, lui fait du vrai entraînement intégré parce qu'il met de l'intensité dans ses séances et puis il a une connaissance de la technique, du développement, des exercitations techniques et tout, avec lequel, je dirais, dans les dernières années, on a vraiment développé une bonne affinité et je trouve que c'est une personne intéressante à entendre parler des foot et des techniques du football. Et ça me fera une nouvelle invitation. Et puis, comme tu as beaucoup parlé de lui, moi, un invité que j'aimerais beaucoup recevoir, c'est Clément Turpin. Donc, je pense que je vais faire une demande aussi à la Fédération française. Ou Stéphanie, parce que, quand même, et ça, je trouve ça un peu lamentable vis-à-vis je ne sais pas si c'est apparu beaucoup, je n'ai pas trop regardé l'équipe ou autre chose, mais Stéphanie, c'était la première femme dans l'histoire à arbitrer un match de Coupe du Monde. Mais c'est un événement historique. C'est comme l'homme sous la Lune. C'est pareil. Et il a fait dans le Middle West, donc dans une ambiance et dans un environnement musulman, sur lequel on sait très bien quelle est l'importance de la femme et toute autre chose. Je pense que c'est parle avec elle aussi, c'est la possibilité. Parce qu'elle est intéressante. Et ça me fera 2 demandes. Alors, ils accepteront pas les 2, mais il faudra choisir. Mais je vais envoyer des demandes en tout cas. Merci beaucoup, Paolo Rongoni, pour ta disponibilité, pour ton temps. Et puis, on va te souhaiter une bonne saison avec Al Nassr du côté du championnat saoudien. Merci beaucoup, Paolo. Merci, Johan, à toi et tous tes auditeurs. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.